je vais aller immédiatement aux questions. Oui, alors je vais Oui, mais je pense que on vous remercie pour cette présentation très intéressante. C'est un étudiant, je crois. Je travaille sur la durabilité dans le... Ah non, peut-être pas, je suis désolée. Je travaille sur la durabilité dans le cadre de la finance et il est déjà très compliqué pour les institutions financières de calculer leur bilan de CO2. J'aurais aimé avoir votre avis sur la question. Le texte a bougé. Alors, j'aurais aimé avoir votre avis sur la question. Est-ce qu'il ne serait pas simplement plus pragmatique de réguler par l'interdiction, par exemple des quotas d'utilisation ou d'extraction, voire l'interdiction pure et simple? C'est vraiment une question aussi pour les juristes, plutôt que de passer par des outils de marché. C'est effectivement toute la question. Et en particulier, la comptabilité environnementale pourrait-elle être un moyen de prolonger le statu quo en promouvant des outils ancrés dans une logique extractiviste, productiviste, même dans son approche fort par la comptabilité biophysique? oui, il y a plusieurs questions et je comprends bien les préoccupations et je voudrais peut-être essayer de lever une ambiguïté. Le fait que l'on essaye de définir des mécanismes qui soient appropriables par les agents économiques et financiers, je pense que ça ne veut pas dire une soumission à la logique des agents économiques et financiers. C'est une soumission, et je dirais peut-être même au contraire, parce que l'ECLIC soit mis en œuvre, il va falloir des régulations. Ça ne va pas être fait, ça va pas être fait tout seul. Alors, pour qu'il y ait ces régulations, il faut qu'il y ait des rapports de force. Ces rapports de force, si on peut, dans certains cas, et on le fait beaucoup, si on peut interdire des utilisations négatives, pourquoi pas, hein, ça n'empêche pas. Hein, et même, je dirais que parmi ce que ça peut apporter, c'est d'essayer de bien identifier la grandeur des problèmes, là où il y a les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on n'arrive pas on ne sait pas. On ne sait même plus, on perd la traçabilité des produits, on ne sait plus quels sont les impacts. Et donc, je pense que là, on peut arriver à révéler un certain nombre de choses. Quand je parle donc pourquoi fournir des outils aux entreprises qu'elles puissent intégrer dans leur système de décision? Des outils contraignants, hein, des obligations. De même qu'il y a l'obligation de calculer l'amortissement du capital, c'est contrôlé par les experts comptables, c'est contrôlé par tous les systèmes d'audit et par les ministères des Finances des pays de manière très, très pointilleuse, hein, parce que c'est une variable qui est importante pour la détermination du bénéfice comptable. Donc, leur fournir des éléments qu'ils puissent intégrer sur la base maintien de l'état de l'écosystème, c'est-à-dire d'une restauration complète de la dégradation, je pense que c'est quelque chose qui permet aux entreprises, dans un grand nombre de cas, de prendre des décisions. Ça donne une flexibilité. Par exemple, ça peut leur permettre de renoncer à un projet, de renoncer à une solution, pour des agriculteurs de changer de type de culture pour éviter d'avoir un bilan dégradé. Et pour faire ça, pour arriver à imposer ça, il faut qu'on ait le soutien du public, le soutien des citoyens, il faut qu'il y ait un soutien politique, mais il faut aussi arriver à faire bouger les grandes institutions financières. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a véritablement un souci des crises futures. Hein, donc, la crise financière, on ne sait pas quelle sera la prochaine crise financière. Hein, on peut dire qu'il n'y en aura jamais plus, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Il y a vraiment un souci de ces crises et le fait qu'il y ait on voit les mutations qui ont lieu en termes d'énergie, d'industrie automobile, etc., qui est en train de virer vers l'électrique.
Tout ça, ce sont des incitations vraiment importantes pour l'économie et la finance. Ce sont des éléments qui sont vraiment pris en considération. Donc le problème, c'est de fournir une information qui puisse être fiable, vérifiable, compréhensible. Et pour l'instant, il y a eu beaucoup d'études, mais qui disent des choses qui, à mon avis, ne remplissent pas du tout cet objectif. Ce n'est pas en disant que cet écosystème produit des services et qu'il ne faut pas le dégrader. Je veux dire, l'entreprise, si elle veut faire de l'argent, elle fera de l'argent. Ce n'est pas le problème. Par contre, s'il y a la responsabilité du maintien, de l'amortissement du capital naturel, et si c'est une contrainte légale, on produit l'outil. Madame, vous êtes juriste. La comptabilité, c'est un instrument de base pour les juristes. C'est vraiment la comptabilité. Tout à fait complémentaire. C'est un élément juridique, la comptabilité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette comptabilité qui permette d'inciter fortement. Mais ça ne se fera pas, bien entendu, seulement par la bonne volonté des agents économiques. Je pense qu'ils sont préoccupés de ces questions et il faudra des règlements pour mettre ça en œuvre. Je pense aussi. Je vous remercie. Alors, il y a une autre assez longue question de M. Sylvain Mechler qui, au fond, présente des connotations plus politiques que techniques, ainsi que l'indique M. Mechler lui-même. Premièrement, concernant la comptabilité publique, pourquoi les travaux de SIIA, je ne me souviens plus quel est l'acronyme ici, qui étaient censés se rapprocher du système de comptabilité nationale aussi développé par la même commission statistique, n'a jamais vraiment produit de tels effets? Quels sont les freins politiques ou institutionnels notamment? Peut-être déjà cette question. Je pense que là, on va aller dans une discussion assez longue. Je pense que la discussion a été compliquée, en fait. C'est un processus qui s'est mené et je pense que il y a seulement des réponses partielles qui ont été fournies jusqu'à présent. La comptabilité la plus élaborée et la plus opérante, c'est la comptabilité du carbone. Alors qu'elle soit difficile, ça c'est évident, mais elle n'est pas impossible. Elle n'est pas du tout impossible. Il y a eu beaucoup de travaux. Ça se développe petit à petit et c'est pris en charge par les entreprises elles-mêmes, par de plus en plus d'entreprises elles-mêmes. Il y a de l'expertise, il y a beaucoup de cabinets d'experts qui font des calculs, qui font les comptes des entreprises. Alors le mécanisme ne fonctionne pas bien, mais les principes du mécanisme, du clean development mécanisme, basé sur les crédits carbone, ces principes sont très intéressants. Et ce qui est proposé là pour les écosystèmes, c'est dans la même lignée. Mais du point de vue de la biodiversité de l'écosystème, il y a eu des réflexions, les comptes du patrimoine naturel en France dans les années 80, qui ont fourni beaucoup d'éléments, qui ont aidé à développer les systèmes d'information. Mais le pas n'a jamais été franchi de calculer la valeur écologique elle-même. Je pense que c'est ça dont on a besoin. C'est si on veut avoir une discussion sur l'importance des choses, l'importance relative des choses, ce que l'on veut garder, il faut qu'on puisse arriver à mesurer. On a quelques problèmes de son, la valeur écologique des choses. Je vous remercie. Alors, il y a une deuxième partie de la question. Peut-être vous arrivez, je pense, à la lire sur l'écran. Elle concerne la comptabilité privée. Donc, ce serait la même question que précédemment. Puisque la comptabilité du capital naturel n'a jamais vraiment produit d'effet, au-delà de grands discours sur la valeur de la nature, que la comptabilité pourrait révéler. Alors, finalement, est-ce que les récents projets de comptabilité financière de la nature venant de l'IFRS, Organisme international des normes financières, et de l'Europe pourraient être un pas dans la bonne direction et comment éviter que la comptabilité privée de la nature ne devienne qu'un instrument de gestion des risques financiers au service de l'économie et non de la nature, voire de la société? Oui, je pense que
le modèle CARE que je vous ai présenté rapidement a cette ambition. C'est un modèle qui est connu maintenant des experts comptables, qui, bon, c'est une recherche, hein, ce n'est pas encore complètement abouti, mais il y a des applications, intéressantes. Et l'objectif, c'est bien de modifier les normes comptables internationales financières. Hein. C'est bien ça l'objectif à terme. L'objectif de la comptabilité écosystémique, c'est de dire, il y a une étape intermédiaire qui peut porter beaucoup de fruits, qui consiste à mesurer la dégradation et à faire le bilan écologique en termes biophysiques, et à le faire par tout le monde. Et ça, je pense que ça a un avantage, c'est que, a priori, ça ne va pas effrayer tout de suite, parce que ça peut sembler une idée un peu amusante comme ça. Mais imaginez qu'avec le temps, les entreprises, les pays, les entreprises tiennent ce bilan écologique. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des entreprises qui ont une situation de leur bilan écologique, hein, la valeur nette écologique des dettes et des crédits, on va avoir une situation qui va être stable avec le temps, peut-être certaines s'améliorer, mais qui va pas se dégrader, et d'autres entreprises pour lesquelles ça va se dégrader très rapidement. Je pense que si on arrive à produire cette information, à faire produire cette information, et on peut obliger un peu les entreprises à le faire, hein. Par exemple, toutes les discussions sur la finance verte, c'est de créer des conditions, hein, d'accès aux prêts, des conditions d'accès au marché public. On peut exiger la tenue d'un bilan écologique pour les entreprises qui veulent accéder à la finance verte ou au marché public. Ça, ce n'est pas quelque chose d'extravagant. Sans demander de faire les calculs monétaires pour commencer. Ce n'est pas la peine. Simplement, elles doivent le montrer. Dans un deuxième temps, on va pouvoir dire on ne veut pas de dégradation de l'environnement. Une entreprise qui dégrade ne sera pas éligible à des marchés. Et quand on va arriver progressivement à ce niveau-là, c'est les entreprises elles-mêmes qui vont faire les calculs, savoir combien ça nous coûte de restaurer et combien ça nous coûte d'éviter. Combien on va perdre en évitant, combien on aura à payer si on dégrade et qu'on doit restaurer. Et ces calculs-là, je pense que ça peut avoir véritablement un effet positif, parce que ça va conduire à modifier véritablement les comportements, au-delà des normes, hein, qui vont toujours exister. Donc voilà ce que je sur la relation avec la comptabilité privée. Il y a une question sur les limites de la planète. Si, oui, voilà, oui. Je vais répondre de la planète. Les limites de la planète, c'est une approche en termes de pression. Hein, c'est de limites en termes de consommation de ressources, d'utilisation des terres, d'émissions d'azote, pas d'émissions d'azote, mais disons, de perturbation du cycle de l'azote. C'est une approche en termes de pression. Il n'est pas pose vraiment des problèmes, parce que l'indicateur se réfère à une situation de la biodiversité qui est de type géologique, hein. C'est-à-dire c'est par rapport à une situation climatique, hein, d'un maximum théorique de la biodiversité. Où est-ce qu'on en est? Bien sûr, on a explosé partout, hein. On ne reviendra jamais à la situation telle qu'elle était il y a un siècle, ou il y a 1000 ans, ou il y a 10 000 ans. Hein. On ne reviendra pas. Donc, l'approche de la comptabilité écosystémique du capital naturel, c'est de dire on se donne une date de référence. Pour le climat, c'est 1990. C'est pas 1800 pour le climat, c'est 1990. On veut stabiliser les émissions au niveau de 1990. Donc, on peut prendre 90, on peut prendre 2000, mais on va regarder, on va se dire, voilà, on est aux limites de la planète pour l'exploitation de la biosphère, et donc on ne veut pas de dégradation additionnelle, nette. Si on dégrade, on remplace, on répare. Hein, on ne veut pas de dégradation nette. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un horizon temporel plus court et qui correspond qui permet de définir des règles, des comportements, et non pas de retrouver un état mythique de la nature sans l'homme. Merci infiniment. Je crois que voilà, il n'y a plus de questions, mais
Les quelques questions posées ont montré l'intérêt tout à fait intense pour cette conférence qui présente des aspects certes très techniques, mais dont on voit vraiment les enjeux. Je vous remercie encore infiniment. C'est clair que vos slides, on va encore les parcourir. On ne peut pas les absorber comme ça en une seule présentation, mais je crois vraiment que c'est une thématique à suivre, même si je suis aussi d'avis avec l'un des intervenants. Il y a d'autres instruments que ceux de marché, mais vous avez aussi raison de considérer que la période intermédiaire peut-être permet presque exclusivement cette approche dans un premier temps. Tout ça est en train de se calibrer et c'est finalement plutôt réjouissant de voir qu'on a les moyens quand même maintenant, on a des leviers d'action quand même. Vous voyez des effets dans les... Imaginez. Oui. Oui, mais je pense que si on veut agir, il faut être un peu systématique parce que il y a eu beaucoup de travaux, des ONG, d'entreprises, hein, la Natural Capital Coalition, etc., qui ont essayé de proposer des protocoles pour mesurer les impacts. Donc les entreprises se préoccupent de ça. Et ils pensent, et sinon elles vont se retrouver désavantagées dans la compétition. Donc l'idée d'avoir une norme comptable, c'est aussi pour un principe d'équité dans la concurrence entre les entreprises. Oui. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir une image pour la planète. Hein, on a des discussions avec l'IUCN pour voir si on pourrait arriver à trouver un financement. On pourrait produire, avec les informations disponibles qui sont relativement abondantes, on pourrait produire une première comptabilité pour l'ensemble de la planète avec des unités cartographiées de l'ordre de centaines de kilomètres carrés. Donc imaginez un carré de 10 par 10, c'est quand même des unités assez petites, hein, et on pourrait le faire de manière systématique. Si on était capable de faire ça à plusieurs dates, je pense que ça serait une information très, très puissante, parce qu'on verrait là où les choses, où la dégradation la plus importante a lieu en ce moment, parce qu'on en parle, on voit la télé des reportages et tout, mais c'est jamais systématique, si vous voulez. Alors que là, on pourrait vraiment faire le bilan, et je pense que ça sera un élément important pour l'action après. Et d'avoir au moins une référence commune, un état des lieux commun mis à jour tous les ans et qui permettrait de bien cadrer les discussions et d'un niveau que le climat dans les préoccupations. Parce que je pense que c'est vraiment très dangereux de connecter les deux. C'est très dangereux. On va s'apercevoir, la biosphère, c'est vraiment, vraiment important. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public ? Si cela n'est pas le cas, je ne peux que remercier au nom de tous notre intervenant, M. Weber, pour cette magnifique présentation. Et puis, j'espère que nous pourrons encore échanger d'une manière ou d'une autre sur ces thèmes. Mais en tous les cas, vous avez vraiment aujourd'hui comblé beaucoup de nos lacunes ou de nos interrogations. Et donc, je vais clore cette séance maintenant et vous remercier d'avoir patienté peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, mais encore une fois, la thématique est très riche. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, de quelques jours éventuellement de repos ou de réflexion. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, sauf erreur, pour la 8e présentation. C'est bien ça, alors, je vous cède la parole. Exactement. On se retrouvera la semaine prochaine, donc mercredi 19 mai, avec Catherine et Raphaël Larère qui nous présenteront leur vision de l'effondrement ou les périls de la globalisation. Donc,
Là également, notre modérateur sera Alain Kaufmann, qui est le directeur du collaboratoire de l'Université de Lausanne. Le principe sera le même, sous un format d'environ 2 heures de présentation. Et pour ceux qui se posent des questions, cette présentation donc, de Jean-Louis Weber sera également disponible sur la page du SIE, dont normalement, en général, les 48-72 heures qui suivent la présentation en ligne. Et si cela n'est pas le cas, vous pourrez déjà la retrouver normalement dans les 48 heures sur la page YouTube du SIE, ainsi que toutes les autres conférences. Donc moi aussi, je vous remercie également, Jean-Louis Weber, au nom de la Commission de l'Environnement, au nom d'Antoine Guisan, qui a dû partir également un peu plus tôt, le président de la Commission. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger de nouveau. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie à tous pour votre attention et votre patience. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion d'échanger. Merci beaucoup.